Les Langais, le souvenir que j'en ai, c'est après, quand il en avait déjà plusieurs, il en avait déjà acheté plusieurs. À force de le voir retourner les petits pots et regarder ce qu'il y avait en dessous, je lui ai posé la question quand même. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu regardes? Et il m'a expliqué la marque CB. J'avais d'ailleurs beaucoup de mal à mémoriser ce que voulait dire CB. Je savais si jamais si c'était Charles de Bois-Simon, le comte de Bois-Simon, ou même j'oubliais complètement le nom de Bois-Simon. Donc à mon avis, la signification de la marque CB, j'ai dû lui demander au moins 15 fois. Alors j'ai un souvenir de collectionneur fou en fait, donc de collectionneur permanent dans lequel la collection de Langeais passait avant toute autre préoccupation, notamment quand il était en Dordogne. Donc je raconte toujours que si des amis venaient le voir, des gens venaient le voir, donc il les prenait, et s'il savait qu'il y avait une brocante à 100 km, quelle que soit la nature des amis, il les prenait, il disait bon allez on va faire une balade, et il les emmenait pendant 3 heures pour aller chercher un Langeais au fin fond du Périgord. Donc, voilà le souvenir que j'en ai d'une recherche, d'une quête permanente, donc, quotidienne, permanente et obsessionnelle. C'était d'abord son plaisir à lui, vraiment. Quand il achetait ici, il faisait venir les pièces ici au bureau, il les annotait, il les préparait pour ses livres, et après il les expédiait en Dordogne. Tout ça ne passait même pas par la maison. Donc on n'avait pas si vous voyez, le passage des... On aurait pu avoir le passage des Langais en famille, mais en fait non. Donc ça passait par son bureau, et donc on les voyait pas. Mais il allait très loin quand même, hein. Je me souviens aller à Agen ou aller presque à Montauban. Je me souviens qu'on est allé à Montauban une fois. Montauban, puis la Dordogne, c'est quand même 2 heures et demie de route. C'était compliqué d'aller là-bas. Ouais. Donc là, il aimait bien y aller avec les amis, effectivement. Donc les amis, évidemment, vous pouvez pas dire non. Et après, il revenait plus ou moins fatigué des 300 km, 150 allées, 150 retours, parce que dans le Périgord, ça tourne. Donc on met du temps. Donc avec beaucoup d'heures de voiture, peut-être qu'ils revenaient pas si heureux que ça de leur balade, mais lui, il aimait bien les emmener en tout cas. Je pense que c'était quand même une quête assez solitaire. Donc c'était son business, c'était sa passion, et c'était son domaine. Je suis pas sûr qu'il ait eu envie beaucoup de le faire partager. Ce qui l'intéressait, c'est qu'on lui en achète et qu'on lui en amène des nouveaux, qu'il puisse en découvrir de nouveaux. Mais je pense que sa pièce, c'était son domaine. Il pouvait passer une après-midi entière à les classer, à les regarder, à les numéroter, à les prendre en photo, mais pas à nous associer pas à nous associer. Je me souviens du premier Langeais, mais à chaque fois que je le cherche, je le trouve pas. Je me souviens que c'était un petit pot. Parce que je pense qu'au début, il avait pensé faire des échanges. En disant, bah, si vous m'achetez un doublon, bah, c'est pas grave, après je l'échangerai contre un autre. Mais il n'a jamais fait d'échange, pratiquement. Après, c'était plus possible. Il m'a montré un jour une carte d'expert qui, je crois, lui a été délivrée par le syndicat national, ou un syndicat professionnel. Et il m'avait expliqué, je crois d'ailleurs c'est une définition qui est encore valable, l'expert c'est juste celui qui en sait un petit peu plus que les autres, parce qu'il a pas passé de diplôme spécial pour obtenir cette expertise. Ma mère raconte d'ailleurs qu'il en a parfois usé et abusé à la limite de la déontologie, parce que quand il tombait sur un broc ou un marchand pas très sûr de lui, et il était capable de lui démontrer que les deux Langais qu'on avait sous les yeux là, c'était pas des Langais, et que donc ça valait rien, qu'il fallait qu'il les lui vende beaucoup moins cher. Et en fait, lui, il savait très bien que c'était des Langais. Donc son naturel marchand et son naturel négociateur prenait le dessus, je dirais, sur sa véritable déontologie d'expert. Enfin, c'est de bonne guerre aussi.
si vous voulez, on se souvient bien de la progression, de la montée en puissance de la passion. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a bien vécu. Et la collection en tant que telle est magnifique, c'est vrai que... Et puis les pièces exceptionnelles, les pièces de couleur, puisqu'au début, pendant très longtemps, quand même, on n'a eu que des pièces dorées, comme ça. Comme ça. Donc, et ça, c'est quand même un peu lourd, quoi. C'est particulier, il faut vraiment aimer. Voilà. Et nous, on n'aimait pas du tout. Mais il y en a des très belles dedans, il y en a des très épurées, il y en a moi, je trouve que maintenant, il y en a quelques-unes qui sont vraiment magnifiques. On sentait que c'était une obsession permanente, quand même, ou un plaisir permanent, j'imagine. Et à tel point d'ailleurs que quand l'informatique a commencé à l'intéresser, il a aussi acheté des langets sur eBay. Donc il était prêt véritablement à tout chercher, à chercher tous les moyens pour enrichir sa collection. Et il a un tel grand nombre de pièces qu'effectivement, je crois que ça a vraiment été quand même sa collection préférée, entre guillemets. Dans les souvenirs qui ont bien amusé ma mère, il y a évidemment l'achat de ce grand cache-pot que vous présentez dans l'exposition, qui est superbe. Ce grand cache-pot, en fait, mes parents étaient en balade, comme souvent le dimanche matin, aux puces. Et c'est un marchand des puces qui a dit à mon père il y a un très beau lingerie au village suisse, vous devriez aller au village suisse. Donc mon père a pris sa voiture, a traversé tout Paris pour aller dans le 15e. Le village suisse, dans les années 70, c'était un des beaux marchés d'antiquité de Paris intramuros. Et mes parents sont arrivés, sont passés devant la vitrine de cet antiquaire qui d'habitude vendait plutôt du mobilier. Et il avait cet énorme cache-pot en vitrine. Et ma mère s'est dit ça, de toute façon, c'est tellement exceptionnel qu'on va ressortir avec, il va se débrouiller pour forcément négocier et arriver à acheter son cache-pot. Effectivement, de tout temps, c'était une des plus belles pièces de sa collection. J'ai eu des anecdotes aussi, notamment une femme extraordinaire qui s'appelle Annie Matisse, qui était une grande pourvoyeuse de langets, une grande marchande de langets pour mon père. Et votre expo, c'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces professionnels, parce que lui a le mérite d'avoir constitué la collection, mais tous ces professionnels, ils ont eu le mérite, eux, de les dénicher, ces langets. Et il les dénichait véritablement, après, quand il a commencé à être connu, il les dénichait pour lui. Et moi, je me suis arrêté donc sur le stand de Madame Matisse, que je ne connaissais pas personnellement, bien entendu. J'ai voulu lui acheter un beau langet pour l'offrir à mon père. Elle a refusé de me le vendre. On disait, ah non, ces trois langets-là, ils sont très beaux. Il y a un vieux monsieur qui vient les prendre demain. Je veux absolument qu'il les voie. Je lui ai dit, mais attendez, madame, moi je... Non, il n'est pas question que je vous le vende. C'est pour ce monsieur, je lui ai dit, c'est un collectionneur. Oui, c'est un collectionneur. C'est monsieur Souriau. Et là, un peu interloqué, elle me dit, oui, c'est effectivement monsieur Souriau. Mais j'étais obligé de me battre et de négocier avec elle pour arriver à acheter ce langet en promettant, quand je lui offre, de dire que ce langet, je l'avais trouvé chez elle. Donc les plus beaux langets lui étaient effectivement réservés par les spécialistes des brocantes et des antiquaires.